Pour Sébastien, chapitre 4. Nous sommes convoqués avec Crassus à 9h30 dans le bureau des Césars. Pour la première fois, le nouveau pourra lever la tête et sentira le regard direct d'un adulte, il pourra même s'adresser à lui. J'attends ce moment avec impatience. C'est dur de rester vigilant pour un autre. Je suis pressé de retrouver ma liberté, même si c'est pour aller au frigo. La sanction a été différée pour que je puisse terminer mon travail d'initiation, mais je ne vais pas y couper. Depuis une semaine, Crassus me regarde drôlement. Il se sent coupable. Je lui ai dit de ne rien tenter auprès de César. Aucune démarche ne pourra changer les choses. Tu sais, le frigo, c'est comme la claque tournante. Vu de l'extérieur, c'est très impressionnant et très violent, surtout la première fois. Quand on y est, on s'accroche à l'idée que c'est une épreuve dont on ressort toujours, dis-je. Mais dans quel état objecte Crassus. On en ressort plus fort et endurci. Pourtant, César sait bien que c'est uniquement de ma faute. Je ne comprends rien à vos règles, s'emporte-t-il. N'aggrave pas mes affaires. J'étais responsable de toi et je paie donc pour toi. Si tu te plains, avant 9h30, César est capable, en suivant le même principe, de me rajouter un jour de frigo sous prétexte que je ne t'aurais pas dissuadé d'aller le voir. Allez, laisse tomber, n'y pense plus. Que j'ai été bête, vouloir à tout prix récupérer ce foutu manteau, et sans t'en parler en plus. Il faudra quand même, quand je serai de retour, qu'on revienne sur certains détails de ton expédition au vestiaire. Je ne comprends toujours pas comment, toi, un petit nouveau, tu as réussi à échafauder un tel plan. Comment tu as déterminé le moment idéal pour échapper à ma surveillance, et surtout comment tu as trouvé tout seul ce passage secret au fond du placard des toilettes qui mène droit au vestiaire. J'ai rêvé tout cela dans les moindres détails, répond Crassus. Je ne crois pas à tes histoires de rêve. Quelle est ton explication alors? Je n'en ai pas encore, mais je finirai par comprendre. Le bureau est petit. Il sent l'encaustique et les vieux papiers. César III est assis, plongé dans ses documents. Il relève la tête et regarde Crassus en détail, comme pour imprimer ses traits dans un coin de son cerveau. Il s'adresse au petit. Alors c'est toi le nouveau. Bienvenue parmi nous. Je suis César, mais je pense que tu le sais déjà. Tu peux y aller, maintenant. Je te souhaite une bonne journée. Métaux, reste, je dois te parler. Crassus est planté devant le bureau, hésitant. Il doit quitter la pièce seul. Il met quelques secondes à se décider. Bonne journée, finit-il par dire. Métaux se retrouve au repas? Je lui souris, en signe d'assentiment, et il sort. Assieds-toi. L'initiation s'est déroulée de façon excellente, commence César, jusqu'à cette curieuse affaire d'expédition au vestiaire. À ce sujet, il reste des points à éclaircir, je t'écoute. Un silence vite gênant s'installe. Mais je ne vois rien à dire, je finis par lâcher. Je crois que je vous ai tout dit la dernière fois. Depuis, j'ai souvent réfléchi à cette histoire, mais je n'y comprends toujours rien. Je pense que quelqu'un l'a manipulée. Lui ne se souvient pas précisément. Il évoque des rêves. J'en ai déduit qu'on lui avait sans doute parlé pendant son sommeil. Qui? Je ne sais pas. Si tu me donnes un nom avant ce soir, tu n'iras pas dans la chambre froide. Je pense qu'on cherche peut-être à me séparer de Crassus. J'ai dit cela sans réfléchir, mais à la lueur qui apparaît dans l'œil de César, je comprends que j'aurais peut-être dû me taire. Réfléchis encore, sinon ta punition commencera ce soir à 22h, après la séance de rire mensuelle. Profite bien de ta journée. Pendant les 4 jours qui vont suivre, tu n'auras pas beaucoup d'occasions de t'amuser. Au revoir. Il n'y a pas eu de miracle et l'heure du châtiment est arrivée. 96 heures interminables avec, je l'espère, quelques visites de Romu, le démon du frigo. C'est un élève qu'on ne peut rencontrer que là. Il semble y habiter. Je l'ai vu à chacun de mes passages. La première fois, j'étais terrorisée et il n'avait rien fait pour me rassurer. Je n'avais pas dormi une seule seconde. Il tapait le sol près de moi avec une barre de fer. Son visage était déformé par d'horribles grimaces et il me hurlait dans les oreilles. Tu n'es pas Rémus, pas Rémus, pas Rémus. J'avais crié, couru jusqu'à l'épuisement. On aurait dit qu'il jouait comme un chat sadique avec une taupe sans défense. Aujourd'hui, je sais qu'il avait fait tout cela pour m'éviter l'endormissement et les engelures. La deuxième fois, il est resté muet, le plus souvent prostré dans un coin de la chambre froide. Enfin, la dernière fois, il m'avait observé en souriant, mais n'avait lâché que quelques mots juste avant mon départ. La prochaine fois, je te parlerai. Ce soir-là, en sortant, je m'étais promis de rentrer dans le rang et de ne plus jamais revenir. J'avais boité jusqu'à l'hôpital où on avait failli m'amputer,
des 2 plus petits orteils du pied droit. Quatrième séjour signifie 4 jours, un record pour les élèves de l'actuel dortoir. J'espère de tout mon cœur que Romu sera là et qu'il tiendra sa promesse. Alors dit-il, il a supprimé la punition? Pourquoi faire? Il ne retire jamais de punition. Mais arrête de parler de ça, ne me gâche pas mes dernières heures. En plus, ce soir, il y a une surprise, soirée rire. Je n'aime pas les surprises. Ici, elles sont souvent redoutables. Tu verras, celle-là ne fait pas mal. Après le repas, tous les élèves sont rassemblés en cercle par couleur. Armé d'un micro, César II est aux commandes et donne les consignes avant chaque séance. À des exercices de respiration un peu longs succèdent des sortes de vocalises. Ah, 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 oh, 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 oh. Certains grimacent, d'autres sourient. Petit à petit, sans qu'on comprenne pourquoi, des élèves partent dans des rires bruyants et communicatifs. Bientôt, c'est toute la salle qui est secouée. Au bout d'une dizaine de minutes, un coup de sifflet brutal nous ramène à la raison et chacun regagne le dortoir. César vient discrètement me chercher et m'accompagne dans la cuisine. Il ouvre une lourde porte et me pousse fermement à l'intérieur. Je me laisse faire, je n'ai pas le choix. La boîte est très faiblement éclairée. Au début, le froid ne paraît pas agressif, mais le corps épuise vite son énergie en s'efforçant de se maintenir à 37,5 degrés. L'endroit, pas très grand, est encombré de gros piliers. Il y a une deuxième issue qui donne sur une partie de la maison inconnue des enfants. C'est par cette porte métallique que le démon du frigo apparaît et disparaît à chaque fois. Romu est peut-être caché dans un recoin sombre. Je vais l'attendre. Je ferme les yeux, je me concentre sur le moindre bruit. Après quelques instants, je perçois une autre respiration. Je la sens qui s'amplifie. Je soulève alors doucement les paupières. Il est là. Un léger sourire aux lèvres. À moins d'1 mètre. Il n'a pas changé. Même taille, même corps athlétique et même crâne rasé. Enfin, tu es revenu. La dernière fois, c'était il y a 1 an et demi, lance-t-il. Je ne sais plus très bien. 19 mois et 2 jours. Je n'ai jamais compté. Je m'étais même persuadée que je ne reviendrais jamais. Et celui que j'initiais a fait une connerie. Classique, presque banale. 4 jours et 4 nuits, ça va être dur. Je sais, mais tu es là. De la tête, il me fait signe de le suivre près du moteur du frigo. On va parler tous les deux, dit-il sans élever la voix malgré le bruit. Je me concentre sur le mouvement de ses lèvres pour le comprendre. Ici, on est en sécurité. Pour une fois que c'est un ami que je retrouve, tu es bien le seul qu'ils n'ont pas réussi à dresser. Ça va me changer des petits qui passent leur temps à pleurer et hurlent dès que je les approche. Comme si j'allais les étrangler. À force, c'est vrai que j'en ai souvent envie. Tu quittes parfois le frigo quand même? Pendant 5 ou 6 heures chaque nuit. Je dors dans une pièce minuscule, mais chauffée. Une tasse de thé est posée sur la table de nuit. Je ne vois personne. Je me lave aussi, quelquefois, même si par cette température, je ne sens pas trop mes odeurs. Pourquoi on te garde à l'isolement, loin des autres enfants? C'est que je ne suis plus du tout un enfant. Tu n'es pas plus grand que moi pourtant. Tu n'as pas encore tout compris, toi. Je dois te quitter maintenant. Si nous ne ressortons pas de derrière ce pilier, ils vont s'affoler. À demain. Il s'éloigne et j'entends bientôt claquer la porte de son couloir. Je me dirige très vite vers elle pour profiter de la chaleur qui a pu pénétrer quand on lui a ouvert. Je ne sens rien. Je reste planté là quelques secondes. Maintenant que j'ai l'expérience du frigo, je sais ce qu'il faut faire pour en sortir indemne. S'occuper l'esprit avec n'importe quoi, comme réciter tous les règlements appris depuis mon arrivée à la maison, ou bien encore compter le plus loin possible. Il faut également penser à son corps, en se massant violemment les pieds, les mains et les oreilles. Marcher. Il faut marcher sans cesse, mais pas trop vite pour ne pas s'épuiser. Je ne sais pas si on peut tenir 4 jours. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait avant moi. Je me rappelle les fautes qui m'ont conduit au frigo par le passé. La première fois, c'était un malentendu. 2 élèves se battaient. Le grand Appius, aujourd'hui disparu, et Rémus. Puis, il y avait eu une bousculade. J'étais tombé par terre. On m'avait ramassé et conduit sur le bureau de César avec Appius, mais sans Rémus. Il s'était trompé. Je n'avais rien dit. Appius non plus. Nous savions déjà qu'il ne servait à rien de discuter. J'avais vu César tripoter une grande boîte métallique pendant quelques secondes. Puis il l'avait reposée et avait fermé les yeux pour réfléchir. Après,
Il s'était levé et nous avait tourné le dos. Enfin, il s'était rassis et avait ouvert la boîte à clés, une pour chacun. Appius, qui avait été blessé à une arcade, avait eu le droit de cicatriser à l'infirmerie avant le frigo. Moi, j'y avais été conduit directement et tout seul. La deuxième fois, c'était entièrement de ma faute. Je l'avais presque fait exprès. À l'époque, j'étais sans cervelle et j'avais décidé de sortir légèrement des rails, rigoureusement tous les jours, juste pour voir si on pouvait passer au travers des sanctions. C'était le plus souvent de manière infime. Je ne chantais pas tous les couplets des chants à la chorale, je mettais ma fourchette dans ma bouche au bout de 48 secondes, ou je ne boutonnais pas tout mon pyjama. Chaque nuit, au moment de m'endormir, j'étais fière. Fière d'avoir résisté, même si personne ne s'en apercevait ou ne voulait le remarquer. Mais un soir, après le repas, César II était venu me chercher. Il m'avait bandé les yeux avant de m'entraîner dans les couloirs jusqu'à une lourde porte métallique qu'il avait ouverte avec peine. Puis, assis sur un tabouret, j'avais attendu dans le noir l'arrivée d'une personne à la démarche hésitante et à la respiration difficile. Un vieillard, sans doute. Celui-ci m'avait plaqué sa montre sur l'oreille pendant quelques secondes. Ses mains noueuses et sèches sentaient le vinaigre. Il m'avait ensuite observé pendant un bon quart d'heure, sans desserrer les dents, puis avait griffonné un mot sur un papier qu'il avait tendu à César. Il avait dû écrire « Pas de problème d'oreille, bon pour le frigo », car quelques minutes plus tard, j'y étais enfermé pour 2 jours. J'avais occupé mon séjour à échafauder un plan pour m'enfuir. Peu de temps auparavant, j'avais repéré la seule fenêtre, parfois ouverte dans la maison, un étroit vasistas dans la cuisine. Je m'étais dit qu'il fallait que j'agisse assez vite, car plus je grandissais, moins j'aurais de chances de pouvoir passer par cette ouverture. J'avais par moments parlé à haute voix, et Romus semblait m'écouter. Mais, pour toute remarque, il m'avait fait quelques grimaces qui exprimaient la peur et la colère. Aujourd'hui, je comprends que, en se livrant à ces facéties, il avait peut-être voulu me montrer ce qui allait m'arriver plus tard si je mettais mes plans à exécution. Je n'y avais même pas réfléchi à l'époque. J'étais sûre d'avoir affaire à un fou qui, même s'il ne m'effrayait plus, ne pouvait rien m'apporter. Quelques mois plus tard, c'était donc, fort logiquement, ma tentative de fuite qui m'avait réexpédié au frigo. Ce sinistre ratage avait été naturellement, et heureusement pour les autres, une aventure solitaire. Celle d'un petit enfant buté qui se méfiait de tout le monde. J'avais réussi un soir à glisser des cales en papier sous chaque porte, empêchant, mais de manière invisible, leur fermeture totale. Dans la journée, elles sont bloquées en position ouverte. Cette nuit-là, je n'avais pas attendu que tous les enfants soient endormis, car j'aurais sans doute plongé dans le sommeil en même temps qu'eux. Je m'étais donc relevé, à peine la lumière éteinte. J'avais slalomé au milieu des lits dans le noir complet. Tout d'abord, personne n'avait osé me parler. Puis soudain, j'avais entendu la voix douce et craintive de Marcus me demander « Où tu vas ? J'ai oublié d'aller pisser. Tu n'as plus le droit maintenant. Tu vas t'attirer des ennuis. Ne t'inquiète pas, Marcus. Reste. » J'avais poussé lentement la porte et je m'étais retrouvé dans le premier couloir. J'avais franchi, avec la même facilité, la deuxième porte. J'étais très excitée. C'était si simple. J'avais mis quelques secondes à me calmer, puis j'avais entrepris de compter mes pas. 16 vers la droite, quart de tour gauche et 6 pas et demi. J'étais maintenant devant la porte de la cuisine. Je l'avais poussée avec douceur et j'avais senti un léger courant d'air qui m'indiquait que le vasistas était ouvert. À peine avais-je fermé la porte derrière moi que la lumière s'était allumée. César IV était planté devant moi et souriait. « Une petite faim peut-être ? Tu es encore tout habillé. Enlève ce pull et suis-moi. Je vais te rafraîchir les idées. » Quelques secondes plus tard, j'avais retrouvé la pénombre et laissé éclater ma colère. J'avais hurlé durant de longues minutes et pleuré, soudain, comme une fontaine. J'ai mal dans le dos. Quelqu'un m'assène de violents coups de poing. Je parviens difficilement à ouvrir les yeux. C'est Romus qui se démène pour me réveiller. Mes doigts de la main gauche me font souffrir. Il me prend la main et nous marchons ainsi, doucement entre les colonnes. Je mets presque 1 heure à calmer ma douleur. Romus m'a sans doute sauvé d'une amputation ou même de la mort. Mais je ne crois pas qu'il laisse mourir les enfants ici. Ça se saurait. Romus me regarde. Tu ne dois pas dormir aussi longtemps. Tu le sais quand même.
me reproche-t-il. Je ne trouve rien de plus intelligent à lui répondre que je n'ai pas fait exprès. Tu bois trop d'eau au repas du soir. C'est pour ça que tu roupilles. Il tourne la tête et s'éloigne. Qu'a-t-il voulu dire? On nous droguerait tous pour nous faire dormir la nuit? Mes yeux se ferment à nouveau, mais je lutte contre le sommeil en continuant de marcher. Je n'arrive plus à réfléchir, alors je chantonne tous les airs que j'ai appris à la chorale depuis mon arrivée. Je ne connais pas d'autres chansons, j'ai pourtant dû en entendre dans le passé. C'est comme si j'étais née le jour de mon entrée dans la maison. Cependant, je suis sûre qu'il y a une vie avant. Je n'ai que 4 ans de mémoire. Avant, rien. Enfin, pas tout à fait. J'ai une image en moi. À chaque fois qu'elle apparaît, elle me semble plus précise. Je suis petit. J'ai des cheveux collés sur le front. Je me cramponne à un gros cylindre qui doit être une canalisation de chauffage. Je sue. Il fait noir. Il y a un bruit assourdissant et cette odeur de graisse à machine qui me donne la nausée. Je ne suis pas seule dans cet endroit. J'entends des cris d'enfants qu'on maltraite. Là, tout près de moi. C'est tout. Parfois, je doute de ce souvenir, car je le trouve tellement proche du début de la maison du bonheur. Tous les enfants de la maison avec qui j'en ai parlé ont un souvenir d'avant. En tout cas, ils peuvent en citer un. Sont-ils toujours véritables? Sont-ils parfois imaginaires ou réinventés? Comment savoir? Certains, comme Marcus, sont catégoriques. Je m'appelle Olive, m'a-t-il affirmé un soir. Marcus, c'est un nom bidon qu'on m'a donné ici. J'en suis sûre. Dans mes rêves, quelqu'un de très gentil m'appelle par ce prénom. Olive, mon petit Olive. De là à penser qu'on porte tous de faux noms, il n'y a qu'un pas que je n'arrive pas à franchir. Métaux, c'est un nom que j'aime. J'occupe mon esprit en me remémorant les souvenirs d'avant des autres. Alors, Claudius. Ah, oui, je me souviens. Il parle d'un objet qu'il appelle maman. Il ne sait plus exactement à quoi il ressemble, mais ce mot ne le quitte pas. Ce dont il est sûr, c'est qu'il y a une relation entre cet objet et le moment du coucher, et aussi qu'il est chaud et doux. Il pense que c'est peut-être une autre façon de désigner un oreiller ou une couverture. Paulus, son souvenir est un lieu, une petite pièce dans une petite maison, un endroit comme un dortoir où il n'y aurait qu'un lit. Il décrit précisément 2 objets posés sur sa couverture bleue, 2 faux animaux, un petit ours et un lapin. Il voit aussi une grande photographie collée au-dessus de son lit où 2 chatons jouent avec une pelote de laine. Cette énumération me revient en éveil, mais je commence à fatiguer. Octavius. Octavius se rappelle un visage. C'est un enfant roux comme lui, mais avec de très longs cheveux tressés, comme 2 cordes. Ce visage lui sourit, puis lui tire la langue, toujours en souriant. Cette image lui sert à se calmer certains soirs, après des vexations ou des injustices. Et il en a eu besoin de son souvenir pour survivre ici, lui. Octavius a perdu ses 2 phalanges par étourderie. Piégé par une rêverie, un jour, il a commencé à manger trop tôt. Une autre fois, il a enfourné 74 bouchées. L'un de ses doigts n'a pas résisté aux basses températures du frigo. Depuis, il est surveillé dès le réveil par un rouge. Il n'y a pas vraiment de tour de rôle, mais chaque jour, quelqu'un le prend en charge. Ces derniers mois, c'est surtout Marcus et moi qui nous occupons de lui, et nous sommes devenus très proches.